La découverte du corps humain est une part essentielle de la médecine. Cette connaissance peut se faire pour un étudiant en médecine à la faculté par la dissection, lors d'un acte chirurgical dans un but thérapeutique, lors d'un examen d'imagerie médicale dans un but diagnostique. Faut-il encore connaître le corps humain? Pour tout médecin, le savoir anatomique est indispensable. La génétique, l'immunologie se développent, mais connaître le corps humain dans sa réalité visible demeure un objectif de la médecine. Toute lésion de la forme du corps humain, congénitale ou acquise, demande de connaître son anatomie. Une fracture le requiert pour sa réparation. Une tumeur l'exige lors de son traitement afin de respecter les organes sains de voisinage. Tout contact avec un patient est représenté par l'examen clinique. C'est cet examen qui fait le médecin. Il impose un regard sur le patient dans sa dimension humaine. L'anatomie donne cette vision de l'homme. L'anatomie est une science tridimensionnelle, à notre échelle visuelle. Or, les moyens actuels pour l'apprendre sont les livres. Un texte donne une conception intellectuelle, comme la géométrie dans l'espace, à partir d'une description scientifique. Les images, dans les livres d'anatomie, aussi belles soient-elles, sont planes. Le numérique permet de retrouver la troisième dimension, c'est-à-dire d'incorporer la dimension volumétrique, celle dans laquelle nous évoluons. La dissection jusqu'à présent se fait sur un sujet réel, au laboratoire d'anatomie. Grâce à l'informatique, la numérisation des images reconstruites en 3 dimensions, 3D, à partir d'un corps réel, permet d'observer le corps humain. Ce corps devient virtuel. C'est cette reconstruction en 3 dimensions qui peut suppléer la dissection réelle. La dissection informatisée a l'avantage de se faire sur un sujet unique, reproductible, identique pour tous les étudiants et transférable comme un ouvrage. En recherche, la dissection virtuelle est appelée la dissection anatomique assistée par ordinateur. Elle consiste à reconstruire en 3D des structures visibles au microscope sur des lames, à mettre en évidence des structures invisibles à l'œil nu ou des structures identifiables par les techniques de coloration spéciale d'immunohistochimie. La réalité anatomique virtuelle. En imagerie médicale, les images obtenues en coupe à partir d'un scanner ou d'une IRM font l'objet de reconstructions 3D. Celles-ci servent à prévoir et à répéter virtuellement un geste comme un acte chirurgical avant de l'entreprendre, à préparer grâce à une imprimante 3D un modèle adapté au patient. La réalité anatomique augmentée. Elle consiste à superposer sur un organe réel une image virtuelle obtenue par imagerie. Ainsi, en salle d'opération, le chirurgien projette sur un organe qu'il a sous les yeux l'image de la lésion cachée par le tissu normal, comme le font les chirurgiens hépatiques qui opèrent une tumeur localisée du foie. Les neurochirurgiens le font avec la neuronavigation. Avec un abord minimal, ils vont aller directement sur la tumeur à détruire ou la zone cérébrale à stimuler. Comment le pourrait-il sans une connaissance anatomique précise des structures? Le progrès n'est pas que technologique, il est indissociable du savoir. La réalité anatomique supplée. Le numérique vient aider l'anatomie. Devant une fonction déficiente, les stimulateurs sensoriels, de la prothèse auditive à la prothèse cochléaire pour l'audition, la rétine artificielle pour la vision, les stimulateurs neurologiques pour certaines formes de maladie de Parkinson, les stimulateurs cardiaques, le pacemaker, les organes artificiels, reins artificiels, pancréas artificiel, etc. Devant un organe manquant ou déficient, créer une structure le plus proche possible de notre perfection humaine. C'est aussi la possibilité de réaliser un exosquelette à commande volontaire pour le paralysé, en particulier le paraplégique. Le numérique, vous le voyez, offre un champ immense à la connaissance et à la réparation du corps humain. Dans l'état actuel, remplacer ou réparer un organe déficient est un bien pour l'homme. Agir pour corriger une erreur de la nature peut être considéré comme un bien pour l'humanité de celui qui l'a subi.
Encore faut-il connaître le corps dans sa réalité descriptive, topographique et fonctionnelle. Et si le numérique permettait de dépasser les limites de l'homme, faire un autre homme que celui que nous connaissons? Il le fait déjà dans les dessins animés, les films de science-fiction, mais est-ce transposable dans notre réalité humaine? C'est tout le défi du transhumanisme. Mais le transhumanisme aujourd'hui n'est qu'une fonction prolongée ou amplifiée, c'est-à-dire dans une finalité de performance. Faire ce qu'on a pu appeler un être post-humain. Mais est-ce le sens de ce qui fait l'homme? Un point me semble fondamental. Nous apprenons l'homme adulte sain, dans la pleine capacité de ses moyens. Mais n'oublions pas que cet homme obéit à un cycle physiologique. Naissance, croissance, sénescence. Cela nous rappelle que l'homme ne se réduit pas seulement à un corps, mais qu'il est en lien avec tous les autres hommes. Cette humanité portée par notre corps ne peut être dominée par la technique, fût-elle numérique, car c'est l'inverse qui est l'homme.